Une nouvelle définition de l'obésité. L'Organisation mondiale de la santé, elle a donné un indice simple, c'est l'indice de Quetelet, c'est l'indice l'IMC pour la définition de l'obésité en 1997. Alors, l'obésité, cet indice, il nous donnait une définition insuffisante. Et depuis 1997, l'obésité, il n'était pas considéré comme maladie, simplement comme un facteur de risque, comme le tabac ou la sédentarité. Jusqu'à maintenant, 2025, où l'obésité est considérée comme une maladie chronique à part entière. La définition de l'obésité ancienne, selon l'OMC, avec la classification obésité faible, modérée ou sévère selon l'IMC. Mais les limites de l'IMC, la définition actuelle de l'obésité reporte, c'est l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le poids par la taille. Mais sur ce point, à peu près toutes les associations scientifiques dans le monde entier s'accordent que l'IMC seul est une mesure incomplète pour évaluer l'obésité. Le défaut principal de l'IMC, il ne donne pas une idée sur la masse grasse, sur la composition corporelle et surtout sur l'état de santé du malade. Ces trois choses font le défaut de l'IMC. Et ici, je vous vois ce tableau, c'est-à-dire la définition de l'obésité basée sur le BMI sur le body mass index, c'est l'IMC. Alors, s'il n'y a pas d'assez de masse grasse, il peut être un athlète qui a un IMC très faible, mais il n'a pas de matière grasse élevée. Et là, ce qu'on appelle un IMM, c'est-à-dire un indice de masse musculaire qui est élevé. C'est pour ça son IMC. Alors, des gens qui ont un IMC élevé, mais ils n'ont aucune maladie, ils bougent, ils sont actifs. Et il y en a des gens qui ont un IMC élevé, mais ils ont certaines maladies. Alors, les limites de l'IMC. Et ici, je vous donne. Alors, toutes les sociétés scientifiques, ça fait maintenant à peu près 15 ans qu'ils relèvent l'insuffisance de l'IMC comme indicateur de l'obésité. Je ne donne simplement que le dernier. Vous voyez ici, l'ADA, chaque année, il sort un livre. Un livre, c'est le traitement de l'obésité. Chaque année, il sort. Alors, ce livre, il sort en décembre. Vous voyez, en haut, le 9 décembre. Il sort pour donner justement le traitement des diabètes. Dans ce livre, il y a 17 chapitres. Le 9e chapitre, c'est le traitement du diabète. Et le 8e chapitre, c'est le traitement de l'obésité. Vous voyez ce que dit là-dedans. Pour étayer, pour donner le diagnostic de l'obésité, l'IMC tout seul ne suffit pas. Il faut des mesures supplémentaires, complémentaires. C'est ce qu'on appelle les mesures anthropométriques. Il y a 3 mesures qu'il faut obligatoirement avec l'IMC. Le tour de taille, le rapport tour de taille sur hanche et le rapport tour de taille sur la taille. Ça, c'est une nouvelle mesure. Il faut obligatoirement ces 3 mesures avec l'IMC pour donner le diagnostic. Ça, c'est, vous voyez, l'ADA 2025 qui est sorti. Alors, une commission internationale sur l'obésité qui a été fondée en 2022. Il était composé de 58 membres. Par la suite, il y avait 20 membres qui ont joint. C'est une commission internationale sur des experts qui ont étudié l'obésité. Chaque mois, ils se réunissaient. Leurs résultats, ils l'ont publié dans le journal scientifique médical, le Lancet, en janvier 2025. Les résultats de cette commission internationale sur l'obésité. C'est en janvier 2025 qu'ils ont donné la nouvelle définition. Tout à l'heure, je vais vous la montrer. L'obésité, longtemps considérée comme un simple facteur de risque, qui est actuellement considérée comme une maladie chronique à part entière. Les gouvernements, les États, les métiers, les assurances, ils n'ont donné pas du tout de l'importance à l'obésité. Maintenant, ils sont obligés de donner, et surtout pour le remboursement des médicaments de l'obésité. Et la nouvelle définition de l'obésité, elle est basée sur le tour de taille. Important, c'est sur la matière grasse. La adiposité, c'est la matière grasse, vous voyez. En mars 2025, il y avait un congrès international à Bruxelles
sur l'obésité et on a donné la nouvelle définition de l'obésité, c'est ce que je vais vous donner tout à l'heure. Alors, recommandation de la Commission internationale de l'obésité. L'IMC, il ne sert que pour des études épidémiologiques et de dépistage. C'est-à-dire il faut avoir des idées sur l'excès d'adéposité, ce qui doit être confirmé, soit par des mesures directes de la masse grasse. Alors les mesures directes de la masse grasse, c'est pour la recherche. On ne le fait pas. Mais par au moins un critère anthropométrique. Le tour de taille, ou le rapport taille-hanche, ou le rapport taille-hauteur, qui doivent être pathologiques. Alors, les mesures anthropométriques alternatives aux complémentaires de l'homme, c'est le tour de taille, il est pathologique chez l'homme, c'est les prises de 102 cm. Chez la femme, il est pathologique, c'est les prises de 88. Le rapport taille-hanche, il est pathologique, c'est-à-dire, chez l'homme, c'est supérieur à 0,90, chez la femme, 0,85. Et maintenant, l'indice de rondeur corporelle, on l'appelle l'IRC. On parlait de l'IMC, maintenant on parle de l'IRC, l'indice de rondeur corporelle. La rondeur corporelle, s'il est supérieur à 0,5, vraiment il y a risque métabolique, risque cardiovasculaire. Les mesures de la composition corporelle et directe de la masse grasse, on ne les utilise pas, c'est pour la recherche. Mais ces trois mesures anthropométriques, ils sont importants pour le diagnostic de l'obésité. Et le rapport taille-hanche, lorsque ce seuil est dépassé, le risque de complications pour la santé métabolique et cardiovasculaire est considérablement augmenté. Le rapport taille-hanche. Alors l'influence du rapport taille-hanche, c'est une étude auprès de 250 000 participants qu'il y a un rapport, qu'il y a une relation entre le rapport taille-hanche et les maladies cardiovasculaires. Et le rapport taille-hanche, c'est un indicateur plus fiable que l'IMC pour évaluer le risque de maladies cardiovasculaires. Vous voyez, ce rapport taille-hanche, il est plus fiable que l'IMC. Et maintenant, je viens à l'indice de rondeur corporelle. Ça fait 15 ans que les sociétés scientifiques travaillaient sur cet indice, l'indice de rondeur. Le nouvel indice se base sur le tour de taille, Il s'agit alors pour le calculer, c'est une formule. Vous voyez en bas la formule, mais il est difficile. C'est pas la peine de la calculer. Je vais vous dire. Alors, il est basé, vous voyez, sur la tour de taille. La tour de taille, c'est elle qui donne toutes les complications métaboliques et cardiovasculaires. Alors, pour calculer, c'est simple. C'est Google. Vous mettez calculateur de l'indice de rondeur corporelle, et ce que j'ai fait pour moi-même, c'est pour moi-même. Hein. Ma taille, c'est-à-dire et mon tour de taille, il m'a donné le résultat 4,69 et avec valeur généralement associée à un surpoids. J'ai un surpoids et à des facteurs de risque et je suis hypertendu. C'est simple. Pour tous les patients, vous avez deux chiffres pour calculer l'IRC. L'IRC, maintenant, c'est devenu automatique, l'indice de rondeur corporelle pour les patients, s'il vous plaît, c'est très facile. Dans l'Internet, calculateur d'indice de rondeur corporelle. Alors, corrélation entre cet indice, l'indice de rondeur corporelle, le BRI, c'est-à-dire Body Roundness Index, et risque de mortalité. Alors, les chercheurs américains, auprès de 30 000 personnes qu'ils ont étudiées sur 20 ans, ils ont vu qu'il y a une corrélation positive entre cet indice IRC et les mortalités, toutes causes. Il y a ce graphique que vous voyez. D'accord? Et ça, c'est la définition. C'est s'il vous plaît, cette diapositive qu'il faut absolument que vous ayez, c'est la définition. C'est la nouvelle définition de l'obésité. C'est du site professionnel spécialisé diabète-obésité. La nouvelle définition de l'obésité selon la Commission internationale. Il y a 3 options. Soit un IMC entre 25 et 40, un IMC entre 25 et une mesure anthropométrique qui est pathologique, une seule. Ça, c'est la première. Ou bien
des 3 mesures qui sont pathologiques, sans l'indice de masse corporelle, simplement. Ou bien un IMC plus de 40. S'il y a un IMC plus de 40, c'est une définition de l'obésité. Mais l'important, ce n'est pas simplement de donner une définition. Ici, simplement, on donne une définition qu'il y a une obésité. Mais il faut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la classification. Il y a l'obésité préclinique, il y a l'obésité clinique. Obligatoirement, on doit donner cette définition. Pour les Européens, les malades chez qui on prescrit les traitements, il faut préciser justement est-ce que c'est une obésité préclinique ou clinique pour donner les produits. Alors, d'accord? Alors, vous voyez, le tour de taille, plus de 102 cm chez l'homme pathologique, plus de 88 cm chez la femme pathologique. Le rapport taille-hanche, plus de 0,90 chez l'homme pathologique, plus de 0,85 chez la femme pathologique. Le rapport tour de taille, c'est la hauteur, plus de 0,50, c'est pathologique. C'est ça la définition de l'obésité. Nouvelle classification, l'obésité préclinique, quelqu'un qui répond à ces critères. Il a une obésité préclinique, mais il n'a aucune maladie. C'est quelqu'un qui bouge, qui est actif, qui n'a ni prédiabète, ni diabète, rien du tout. Mais simplement, il a un IMC élevé ou les mesures anthropométriques élevées. Ça, c'est l'obésité préclinique. L'obésité clinique, quand il y a des maladies, quand on dit des maladies liées à l'obésité, c'est clinique. Et si vous voyez l'élévation de l'IMC, s'il y a les mesures anthropométriques qui sont pathologiques, alors soit il y a un excès de masse grasse, c'est-à-dire il y a une obésité. Si les mesures anthropométriques ne sont pas normales, c'est qu'il y a, c'est quelqu'un qui n'est pas obèse, c'est les athlètes. Évaluation de l'obésité clinique, s'il y a des dysfonctionnements organiques ou limitation des activités quotidiennes. Quelqu'un qui a une obésité, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas s'habiller, qui est adynamique, qui est fragile, ça c'est une obésité clinique. Et vous voyez l'image. À droite, c'est l'obésité clinique et à gauche, c'est l'obésité qui ont des IMC, des mesures anthropométriques qui sont élevées, mais la différence, il y a quelqu'un qui a des signes, il n'a pas de signes. Les complications, je passe. La prise en charge. L'obésité préclinique, c'est simplement les mesures hygiéno-diététiques et l'activité physique, pas de traitement. Mais l'obésité clinique, obligatoirement un traitement. Et la prise en charge, premièrement, la modification de l'hygiène de vie pour une perte de 5 à 10 kilos avec l'activité. Le traitement médicamenteux, la chirurgie bariatrique, je ne vais pas parler. Et maintenant, ça fait 3 ans, on parle d'un traitement non invasif. Pas de chirurgie, pas de médicaments, pas d'anesthésie. Si j'ai le temps, je vais vous dire 2 mots sur ce traitement non invasif qui commence à marcher très bien. Alors, le traitement médical, vous voyez ce tableau-là, différents médicaments. Alors, les rectangles bleus, c'est les médicaments qui existent maintenant, 2025. Liraglutide, sémaglutide, tirzepatide. Je vais vous donner justement les prescriptions et les ordonnances, comment les prescrire. Et par la suite, il y a la forme orale, sémaglutide orale. D'accord. Ceux qui sont en rectangle rouge, c'est les médicaments qui vont sortir en 2026. En 2026. En vert, c'est un traitement révolutionnaire qui va sortir en 2027. En 2027, c'est des antagonistes, c'est des injections une fois par mois. Une fois par mois pour le traitement de l'obésité. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui va sortir en 2025. Alors, le liraglutide qu'on a au Maroc, c'est quoi? On a Victoza. Victoza, la dose maximum, c'est combien? C'est 1,8. Alors, pour le traitement de l'obésité, ce n'est pas Victoza, c'est Saxenda. Saxenda, la dose maximum, c'est 3 mg. Alors, pour vous donner justement, maintenant, c'est ces ordonnances, s'il vous plaît, qu'il faut que vous ayez. Quand on donne Saxenda,
par exemple, l'Iractide Saxenda, l'ordonnance, on commence par 0,6 mg par jour, une semaine, puis on passe à 1,2 mg par jour, une semaine, puis on passe à 1,8 par jour, une semaine, 2,4 mg une semaine, puis 3 mg. Et là, on va plusieurs mois. C'est l'ordonnance type pour Saxenda. On commence jamais avec la dose maximale. Il y a les effets secondaires, les nausées, les vomissements. Il faut qu'il y ait une adaptation progressive. Il faut tout, avec tous les traitements de l'obésité, on commence avec les traitements bas, les doses basses. Le prix, il ne change pas, on va le voir. Hein. Alors, semaglutide, il y a Ozempic 1 mg, c'est pour le diabète, ce n'est pas pour l'obésité. Hein. Il y a Wegovy. C'est semaglutide aussi, 2,4, c'est pour l'obésité. Alors, vraiment, c'est des produits qui réduisent jusqu'à plus de 20% le poids. Vraiment. Alors, pour Ozempic, quand on veut prescrire Ozempic, il y a 3 dosages, vous avez vu. Il y a 0,25, il y a 0,50 et 1 mg. Alors, dans chaque boîte, il y a 4 stylos, chaque stylo par semaine, une fois par semaine. C'est des injections par semaine. On commence par 0,25 par semaine, 4 semaines, 1 mois. On fait 0,50 par semaine, 1 mois. Puis on passe à 1 mg par semaine, le nombre de mois. Ça, c'est on veut aller pour le diabète. Ça, c'est pour le diabète, pas pour l'obésité. Alors, pour l'obésité, c'est Wegovy. Wegovy, il y a 5 stylos. Il y a Wegovy 0,25, Wegovy 0,50, 1 mg, 1,7. Et là aussi, on commence par la petite dose 0,25 une fois par semaine, 1 mois, 0,50 une fois par semaine, 1 mois, 1 mg une fois par semaine, 1 mois. Attention, s'il y a un malade, par exemple, arrivé à une dose, il a des nausées, des vomissements, on s'arrête là, ou on réduit la dose, on attend qu'il s'adapte, puis on reprend le départ. Alors, le semaglutide oral, c'est Rybelsus. Il existe, ça fait maintenant 3 ans. Semaglutide oral, c'est le produit, il s'appelle commercial Rybelsus, premier agoniste récepteur oral pour le traitement du diabète, pas pour l'obésité. Hein. Alors, il y a 3 formes, 3 mg, 7 mg et 14 mg. On commence par 3 mg chaque jour, 1 mois. On passe à 7 mg par jour, 1 mois, et on passe à 14 mg. La dose maximum de Rybelsus, c'est équivalent aux Ozempic 0,50. Ce n'est pas 1 mg, c'est 0,50. C'est-à-dire, c'est un traitement pour le diabète. Mais on va arriver à d'autres molécules. Alors, le tirzepatide, double agoniste des récepteurs Mounjaro. Dans le monde entier, Mounjaro, aux États-Unis, il ne s'appelle pas Mounjaro, il s'appelle Zepbound. Il y a 6 doses de 2,5 à 15. De 2,5. On commence 2,5 par semaine, 1 mois, 5. Une fois par semaine, 1 mois, 7,5, 10, 12,5, et on passe à la dernière. On augmente de 2,5 jusqu'à dose maximum, c'est 15. Vous voyez les différents stylos, tirzepatide. Et voilà l'ordonnance type. Si vous faites une ordonnance, c'est ce que j'ai fait il y a 2 semaines pour un patient qui a quelqu'un de la famille qui va lui apporter les médicaments. C'est cette ordonnance-là que vous voyez. Je mets Mounjaro aux Zepbound, 2,5 par semaine, 4 semaines, c'est une boîte, 5 mg, 4 semaines, une boîte, mais quand j'arrive à 15, je mets par exemple 4 boîtes ou 6 boîtes, ce que je veux. Normalement, je donne un traitement de 6 mois, et par la suite, à voir. Et ça, c'est important. Vous voyez comment on donne les traitements. L'iraglutide, c'est chaque semaine on augmente. Pour semaglutide et tirzepatide, si chaque mois on augmente les doses. Jusqu'à maintenant, 2025, on n'a utilisé que les hormones intestinales. C'est tout. Les agonistes récepteurs GLP1 et le GIP, glucose dépendant, insulinotrophique. 2026, il y aura les hormones intestinales et les hormones pancréatiques. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On va passer, si vous voyez. D'accord? Alors, ça, c'est un produit vraiment qui est, il y a 4 mois, en juin, il était présenté à Chicago lors du 85e session scientifique de l'ADA. On a présenté ce produit, le Cagrizima,
association GLP-1 avec l'amyline. L'amyline, c'est une hormone qui a une action importante sur la satiété. L'amyline, il est sécrété en même temps que l'insuline par les cellules bêta. La cellule bêta, il sécrète deux hormones, et l'insuline et l'amyline. C'est un produit vraiment très important. La réduction, vous voyez dans le tableau, moins de 20%. Alors, ces produits, ils n'abaissent pas simplement le poids. Ils abaissent les glycémies, tous les produits que vous avez vus, ils abaissent l'hémoglobine glyquée et les glycémies. C'est un produit très important. D'accord ? Et ça, c'est un produit révolutionnaire. Le premier que je vous montre, le cervotide, c'est un double agoniste. GLP-1 et le glycagon. Et vous voyez ici les actions. À droite, vous voyez les actions du GLP-1 et à gauche, les actions du glycagon. Il a sur le foie, surtout sur la fibrosis, sur la lipolyse, la fibrosis épicardique, sur les fluides, il a des actions très importantes, le glycagon. Le cervotide entraîne une atténuation significative de la fibrose hépatique sans aggravation de la MASH. Depuis 2 ans, depuis 2023, on ne parle plus de la NASH. La NASH, on ne parle plus. Maintenant, on parle de la MASH, c'est-à-dire métabolique adverse stéatohépatis. Chez 64% des patients présentés une fibrose stade 2, stade 3, ils ont diminué le fibrose. Le seul produit actuellement qui abaisse la fibrose, c'est ce produit. L'année dernière, j'ai fait ici à l'ADN une présentation sur le diabète et la MASH. J'ai mis la MASH, vous vous rappelez, et je n'ai pas présenté de traitement de la fibrose parce qu'il n'y avait pas de traitement. Maintenant, il y a le produit qui diminue pas simplement la fibrose hépatique, la fibrose aussi épicardique, il diminue la lipolyse viscérale. C'est quelque chose de révolutionnaire. C'est parmi les rares produits qui ont eu des distinctions scientifiques avant qu'ils ne sortent. Vous allez le voir, le cervotide a reçu le statut de traitement prioritaire par le FDI des États-Unis, ainsi que le statut produit prioritaire en novembre 2023 par l'Agence européenne du médicament pour le traitement de la MASH et de la fibrose. C'est quelque chose d'extraordinaire à le produit qui va sortir en 2026. Alors, le rotatride, c'est un triple agoniste. Agoniste GLP-1, agoniste de glucose indépendant polyphénique et agoniste de glycagon. Il diminue, diminution importante du poids jusqu'à 24% et diminution de l'hémoglobine glyquée 2,2. C'est rare les produits qui diminuent l'hémoglobine glyquée plus de 1 ou 1,5%. C'est très rare. Ça, c'est un produit. Alors là, c'est le deuxième produit révolutionnaire, s'il vous plaît. Il va sortir ou bien fin 2025 ou début 2026. C'est un, justement, agoniste oral GLP-2, non peptidique, oral. Au départ, il était préconisé pour l'obésité. Les études qui étaient faites au début, c'était l'obésité, mais par la suite, il s'est avéré que les gens qui étaient obèses, qui avaient un prédiabète, sont devenus absolument normaux selon les études de la date. C'est-à-dire, ils ne sont plus diabétiques. Par la suite, ils ont donné des études. Chez les diabétiques obèses, ils diminuent, diminution importante de l'hémoglobine glyquée et des glycémies. Et ce produit, il est beaucoup moins cher. Pourquoi moins cher? Sa fabrication n'est pas du tout compliquée. Ce n'est pas comme les autres agonistes récepteurs GLP-1. Et ça, le dimanche dernier, le 28, vous voyez, dans la revue Diabétologie pratique, il y a un article sur le dernier congrès de l'ESD. L'ESD, c'est la société européenne qui s'est tenue le 19 septembre à Vienne. Ils ont montré justement les effets bénéfiques de ce produit-là. D'accord. Ça, c'est le tableau résumé. Il y a aussi d'autres produits, je ne vais pas en parler. Ça, l'efficacité sur la baisse de poids, je ne vais pas en parler, mais le dernier produit, c'est ça, révolutionnaire, c'est ce qu'on appelle le maritide. Le maritide, c'est
antagoniste GLP-1 et agoniste GLP-1, une injection par mois, il va sortir en 2027. Alors, le traitement non invasif de l'obésité, non invasif, sans anesthésie, c'est le ballon gastrique. Alors, le ballon gastrique, ça fait maintenant 3 ans qu'il marche dans le monde entier. C'est très facile. C'est un ballon, c'est un dispositif souple, provisoire. Soit on le remplit, soit de l'air, soit de liquide. Il est placé dans l'estomac pour créer une sensation de satiété précoce, aider à perdre le poids. La pause et le retrait sont des interventions non chirurgicales, c'est par endoscopie. Jusqu'à maintenant, normalement, c'est les chirurgiens bariatriques qui placent le ballon gastrique, mais maintenant, des gastro-entérologues ont commencé à l'utiliser en Europe. Alors, il y a différents ballons. Il y a des ballons qui sont automatiquement ingérables. Au bout de 6 mois, ça y est, ils disparaissent. Mais il y a d'autres ballons qu'il faut absolument retirer. Et j'ai terminé. Merci.